Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire. Au cœur de l'histoire en direct de Troyes, on vous retrouve Franck Ferrand dans la salle du conseil municipal de Troyes en direct et en public. Bonjour Franck. Bonjour Céline, bonjour à tous. Vous l'entendez, ce public troyen qui est venu nombreux, bienvenue au cœur du Bouchon. Le Bouchon, c'est le nom qu'on donne, vous savez, au centre historique de la belle ville de Troyes, tout simplement parce que, si vous regardez ça sur un plan, ce magnifique tissu urbain revêt la forme d'un bouchon de champagne. Pour une des capitales de la Champagne, vous avouerez que c'était le moins. Alors vous êtes très nombreux ces temps-ci, en période de solde, à venir, à affluer vers Troyes pour y visiter les magasins d'usine, évidemment. Je vous avoue que moi, ça n'est pas le principal de mes centres d'intérêt. Je me suis plutôt promené pendant toute la matinée dans ces rues ornées, festonnées, que baignait du reste un beau soleil, et je me suis laissé gagner à l'enchantement de ces belles maisons à colombages aux teintes éclatantes, des accords ocre et vert, gris et saumon, avec, vous savez, ces maisons à encorbellement, c'est-à-dire que chaque étage avance un peu plus sur la rue, en tout cas pour certaines d'entre elles, supportées par des crosses moulurées sculptées, des pans entiers des sentes de chêne qui font comme des écailles de parade. Il faut venir à Troyes, la ville aux 10 églises, véritable creuset du tout dernier gothique, tout nervuré, tout aérien. Il faut venir à Troyes pour ces hôtels particuliers, ornés, fichés de tourelles, d'échauguettes, de poivrières, et puis cette cour du Mortier d'Or entourée de galeries, celle du Lion Noir, qu'il faut aller découvrir tout au fond d'un petit couloir que les habitants se font un plaisir de vous indiquer du reste. Nous vivons dans un pays, la France, où l'essentiel du patrimoine nous a été légué par des cours royales, princières, épiscopales. Eh bien, Troyes, c'est le patrimoine des marchands, des négociants. Troyes, c'est l'économie avant la lettre, si je puis dire. C'est presque la mondialisation avant l'heure. Ici sont venus se retrouver pour y faire des affaires les riches bourgeois lombards et ceux des Flandres. Ces derniers ont importé leur goût de la couleur et elle est très présente ici à Troyes. Les premiers, celui de l'ornement. Car Troyes, c'est la ville, et on a tendance parfois à l'oublier, c'est la ville des sculpteurs. J'admirais ce matin dans l'église Saint-Panthéléon l'incroyable richesse de ce patrimoine statuaire de l'école champenoise, fine, ondulante, presque maniériste. Ce terroir donnera un jour au pays son plus grand sculpteur à mon goût, le véritable maître de Versailles, François Girardon. Nous allons en reparler tout à l'heure. Il avait avant cela, ce pays, ce terroir, donné des milliers d'artisans, stimulés, encouragés par le phénoménal essor des célèbres foires de Champagne. Je vais vous les raconter, ces foires de Champagne, dans un instant. Alors nous sommes ici dans la superbe salle du conseil municipal à l'hôtel de ville, dont la façade 17e est une invitation à la rêverie. Dans cette salle du conseil, sous le regard croisé, si je puis dire, de Louis XIV et de Jules Guesde. Celui qui nous y accueille est le premier adjoint au maire de Troyes, c'est Marc Sebéran. Bonjour monsieur, merci beaucoup de votre excellent accueil, je dois dire. Écoutez, bonjour. Je voudrais saluer au nom du maire de Troyes, François Barouin, toute l'équipe d'Europe 1 et vous-même en particulier. Vous avez vu si nous avons installé un beau studio dans vos... C'est magnifique. On est venu compléter vos boiseries, si je puis dire. Vous avez transformé totalement la salle du conseil municipal, salle vénérable. Alors, et en même temps, vous avez vu que ça reflétait en même temps toute l'histoire de Troyes. Alors justement, cette histoire de Troyes, nous allons voir qu'elle s'étend sur de nombreux siècles. Vous dites vous-même, d'ailleurs je peux vous citer, ce sera encore mieux, vous dites Troyes a la particularité d'avoir connu plusieurs siècles d'or. Le 12e pour son foisonnement intellectuel et les grands noms qui ont fait la gloire de l'Occident, Chrétien de Troyes, Bernard de Clairvaux, Rachy, nous allons venir évidemment sur ces trois personnages. Le 16e pour un remarquable ensemble architectural, sa sculpture champenoise admirée de tous, et le 19e pour l'aventure technique et industrielle, source d'enrichissement. C'est vrai que on pourrait presque dire qu'on attend le 4e âge d'or, qui pourrait être le 21e, pourquoi pas ? Pourquoi pas, en effet. C'est vrai que l'histoire de Troyes est à la fois complexe, mais passionnante. Si on peut la résumer en quelques mots, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps ici, mais c'est on va avoir une heure quand même pour parler de Troyes. Mais en présentation quand même limitée, Troyes est une ville d'échange, à la fois une ville d'échange commerciaux, évidemment, avec cette situation au croisement de l'Europe du Nord et de l'Europe du Sud, comme vous l'avez si bien dit, avec l'histoire de la Via Agrippa.
C'est la grande route, hein, en quelque Milan à sorte. Boulogne. Voilà, c'est ça. La grande route romaine de Milan à Boulogne, qui recoupe quasiment l'autoroute à l'heure actuelle Calais-Dijon. Donc il y a une permanence de l'histoire. Nous étions l'autre jour dans cette même émission avec Laurent Deutsch, nous parlions des routes qui ont fait la France et effectivement c'est assez intéressant de voir à quel point certains grands axes sont des tracés immémoriaux dont on aurait d'ailleurs peine à retrouver l'origine parfois. Et là cette Via Agrippa, évidemment, elle a été le véritable boulevard commercial du Moyen-Âge et le point de rencontre sur ce boulevard entre les manufacteurs du Nord et les épiciers du Sud, pour simplifier à l'extrême, ça a été la Champagne. Et parmi les 4 villes de Champagne dont nous allons parler dans un instant, ça a été Troyes. Alors, il y a 3 noms qui ont été cités dans cette préface, d'ailleurs d'un bel ouvrage que je peux citer, qui s'appelle Troyes en Champagne, ville d'art et d'histoire, de Didier Guy et Patrick Dupré, c'est aux éditions de la Maison du Boulanger. Il y a 3 noms que vous avez cités. D'abord, le fondateur du roman, que je sache, Chrétien de Troyes. Chrétien de Troyes, il a le nom de la ville. En effet, c'est le roman occidental. De quand peut-on le dater? Eh bien, je pense que Chrétien de Troyes est un des fondateurs du roman occidental. Alors, Chrétien de Troyes, sa vie est peu connue, mais son œuvre est vraiment très connue. Il a exploré toutes les mythes et légendes quasiment celtiques. Aux origines du roman courtois, en fait. Aux origines du roman Tristan, courtois, aux origines du roman épique aussi. Et finalement, il a bâti toute la culture occidentale pendant 10 siècles. Alors, Bernard de Clairvaux, l'autre grand personnage, lui, c'est le fondateur de l'ordre des Cisterciens, dont on oublie à quel point il a été le grand stimulant de l'Occident médiéval. Hein. Il y avait des Cisterciens partout, ils étaient à la manœuvre, si je puis dire. J'étais l'autre jour, je visitais le collège des Bernardins à Paris et je prenais la mesure de l'extension de cet ordre sur l'ensemble du continent européen. On aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure. Et puis alors, le dernier, je l'ai cité comme si c'était une célébrité, mais je suis certain que nos auditeurs le connaissent beaucoup moins, qui est Rachy. Salomon Rachy est un rabbin d'origine troyenne s'est beaucoup enrichi aussi la culture rhénane et qui est revenu à Troyes, exercer à la fois son ministère et en même temps, quelque part, faire le lien entre la culture juive traditionnelle, la culture hébraïque, et la culture française naissante. C'est lui qui a déjà été le premier exégète en français ancien de l'Ancien Testament, de la Bible et du Talmud. Donc c'est quelqu'un d'assez important et qui a symbolisé pendant cette période, si on le réfère de façon historique, la comparaison de Troyes et de Cordoue. Par exemple, Espagne, oui, c'est dire le rayonnement. Hein, Bernard de Clairvaux a protégé en même temps la culture juive, a empêché les premiers pogroms qui se déroulaient dans la vallée du Rhin, lui-même est intercédé auprès de la communauté juive. Et là, on peut dire qu'il y a un foyer intellectuel. Je ne sais pas s'ils sont connus, parce qu'ils ont quand même 50 ans de différence, mais en tout cas, il y a ce foyer intellectuel extrêmement riche et qui donne une culture particulière à une ville des échanges commerciaux, mais intellectuels et artistiques en même temps. Alors Marc Sebéran, nous sommes ici en Champagne-Ardenne. Je ne sais pas s'il est prévu dans la réforme des régions d'ailleurs de modifier celle-ci. J'ai pas eu la curiosité d'aller voir. J'ai dit tout à l'heure que vous étiez une des capitales de la Champagne et j'ai tout de suite aperçu dans le public un certain nombre de sourcils qui se fronçaient. Vous êtes peut-être la capitale de la Champagne? On est la capitale historique, en effet. Nous revendiquons la capitale historique de la Champagne, tout simplement parce que c'était la capitale du comté de Champagne. Si vous pensez une autre ville un peu plus au nord, qui est Reims, c'était la capitale des Sacres et du Royaume de France. Donc c'est un peu différent, mais nous revendiquons cette appellation à la fois prestigieuse, la capitale de la Champagne, c'est bien Troyes. Et cette capitale de la Champagne, elle a donc été au cœur d'échanges commerciaux absolument extraordinaires. Ça nous ramène au XIIe, au XIIIe siècle. Ce sont les célèbres foires de Champagne dont je vais vous parler dans un instant. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Une émission spéciale puisque nous vous retrouvons Franck Ferrand en direct et en public dans la salle du conseil municipal de Troyes et vous nous racontez les grandes foires de Champagne. Et oui, vous savez Céline, quand j'étais étudiant, notamment en histoire économique, puisque ça paraît bizarre, mais j'ai fait ça aussi dans ma vie, on commençait l'année, je me rappelle, par nous apprendre que la puissance occidentale avait eu pour noyau, pour moteur, les foires de Champagne. Donc je pense que tous ceux qui ont étudié l'histoire ont ça à l'esprit, bien entendu. C'est en quelque sorte l'alpha
l'alpha et l'oméga de notre économie, ces foires de champagne, qui ont culminé, je vous le disais, au XIIe, XIIIe siècle, mais sur des bases bien plus anciennes, qui remontaient 8 siècles en arrière, à l'époque mérovingienne, puisque si l'on en croit Gustave Carré, qui au XIXe siècle a été le premier grand historien de ces foires, on mentionne la présence de foires à Troyes dès le Ve siècle. À l'époque, la ville s'appelait Augustobona, on y viendra tout à l'heure. Elle était donc sur cette voie romaine dont nous parlions à l'instant avec Marc Sebéran, cette Via Agrippa, qui reliait le nord de l'Italie à la mer du Nord, Boulogne à Milan. On est au centre déjà des échanges gallo-romains, donc il faut bien être conscient de l'ancienneté de tout ça. Vous savez, on le disait l'autre jour, l'histoire des voies, des seuils, des portes régionales, c'est ce qui a en quelque sorte fabriqué, c'est ce qui a structuré le pays, bien entendu. Les foires de Champagne en elles-mêmes, elles vont se développer, elles vont connaître un essor extraordinaire à partir du XIIe siècle, où elles deviennent, je vous l'ai dit, le poumon ou le cœur battant de l'Europe occidentale, sous la protection et sous la stimulation des comtes de Champagne. Le titre avait été créé pas tellement longtemps avant, finalement, au Xe siècle. Et l'on connaît donc, dans le cours du XIIe siècle, dans les années 1150, un développement considérable. On est en pleine, il faut dire, ça c'est très important, qu'on a commencé à structurer un certain nombre de régions d'Europe en fonction de ce qu'elles étaient capables de produire et de transformer. On est dans le début de ces manufactures, la circulation monétaire est de plus en plus grande, les échanges sont accrus par le développement de tous les voyages et de tous les échanges que l'on peut avoir avec l'Orient, ce qui permet de vendre à l'Occident toutes sortes de nouveaux produits. Alors les artisans travaillent la laine, le cuir, les métaux, et par ailleurs vous avez des négociants qui importent toutes sortes d'épices, toutes sortes de denrées et de l'ambre et des choses précieuses, bien entendu. Les circuits commerciaux vont donc se développer. Qui dit développement des circuits commerciaux dit également développement des taxes, bien entendu, avec également des axes qu'il va falloir de mieux en mieux protéger. Ça, c'est peut-être la clé de ces foires de Champagne. Nous allons y venir tout à l'heure. À la fin du Xe siècle, Robert de Meaux avait été le premier comte de Champagne. Il marie sa fille. Se marie avec la fille du duc de Bourgogne, qui s'appelle Adèle Vera, et c'est comme ça que Troyes va devenir en quelque sorte le cœur du dispositif. Là, on peut dire que Troyes se trouve à un endroit tout à fait idéal, puisque on est directement sur cette voie de communication dont je vous parlais. Il y a 4 grandes zones, 4 villes de foires. C'est Troyes, bien sûr, Provins, Lagny et Bar-sur-Aube. Il faut imaginer des marchands venant de toute l'Europe, bien sûr du nord de l'Italie, de Lombardie, du Piémont, de Toscane, de Rome et même de Gênes, de Venise, de Flandre, c'est fondamental, tout le Brabant, du Hainaut jusqu'en Hollande. Des marchands envoient des représentants dans cette région champenoise. Il y a également des marchands et des négociants qui viennent de l'Est, de Cologne, de Bâle, de Constance, d'Augsbourg, etc., et de Ratisbonne, du reste du royaume de France, bien entendu, au-delà de la Bourgogne, d'Île-de-France, de Provence, du Limousin, du Lyonnais, etc. Tous ces gens vont se regrouper dans les villes en question, dans ces villes de foires champenoises, et vont se regrouper en fonction de leurs origines géographiques. Et du reste, un certain nombre de rues, aujourd'hui encore, témoignent de ce passé-là. Si vous allez à Provins, vous avez bien sûr la rue de Hollande, par exemple. Je voyais la rue de Montpellier à Troyes, qui est devenue la rue François Gentil. La rue des Allemands, l'hôtel des Morts, par exemple. À Lagny, vous avez la rue du Poix aux Lombards. Donc tout ça, ce sont des souvenirs, bien entendu, de cette époque. La grande figure, celle dont il faut retenir le nom à propos de ces foires de Champagne, c'est l'un des comtes de Champagne, qui a régné de 1125 à 1151, c'est Thibaut II. Thibaut le Grand,
Il est à la tête d'un territoire à peu près comparable à celui de son grand-père Thibaut Ier. Thibaut Ier avait réussi 40 ans plus tôt à faire de la Champagne une région déjà très prospère, un comté de premier plan dans le royaume, tant par son étendue que par son importance politique. Eh bien, Thibaut II va dynamiser, comme nous dirions nous aujourd'hui, les villes, les villes de son très grand territoire. Hein. Et il dirige quand même des régions qui vont de, alors Troyes bien entendu, mais jusqu'à Blois et même jusqu'à Chartres, Châteaudun, Sancerre font partie des pôles de ce comté. Thibaut est un homme de paix, essentiellement, qui a compris l'importance du négoce et l'intérêt pour ces terres de cette économie qui est en train de se développer et qui bientôt va être un véritable foyer d'expansion. En vérité, il a surtout compris qu'il fallait aider les marchands et les protéger. Et ça va être toute l'affaire de ce qu'on appelle le conduit des foires, hein, ce qu'on pourrait appeler, nous, un sauf-conduit, si vous voulez. Le conduit date de 1137. C'est une protection puisqu'il dit que ceux qui attaqueraient les marchands se rendant aux foires ou en revenant auraient affaire au comte de Champagne lui-même. C'est évidemment, on se méfie quand on entend ça. Ce conduit, il est délivré par le seigneur de la foire, mais aussi par un certain nombre de seigneurs ou les villes qui se trouvent sur le chemin des commerçants. Il est payant, bien entendu. Hein. On achète cette patente, si vous voulez, on achète ce sauf-conduit. Et en échange, le seigneur s'engage à indemniser le marchand si ses marchandises, si son convoi se trouvait être endommagé en traversant la seigneurie. Alors, à partir de 1209, à ce premier conduit va s'ajouter le conduit royal de Philippe Auguste. Et alors là, ça prend de l'importance, bien entendu, puisque c'est le roi de France en personne qui va donner sa protection aux marchands du moment où ils pénètrent dans le royaume jusqu'au moment où ils en sortent. Ça donne évidemment un coup de fouet considérable aux affaires. Alors il faut bien entendu s'organiser pour. Dans les villes où ont lieu les foires, on crée un garde de foire. L'office est créé en 1147. On crée partout des halles, bien entendu, avec des réserves, avec un espace d'échange et de commerce, et puis aussi des greniers où l'on héberge un certain nombre des marchands lorsqu'ils arrivent de leurs différentes contrées. On va multiplier, bien entendu, les comptoirs avec des hôtels particuliers qui peu à peu vont se développer. On a du mal, sans doute aujourd'hui, à imaginer l'incroyable frénésie, à imaginer la ruche que pouvaient être ces foires de Champagne, et pas seulement sous Thibaut le Grand, du reste, hein, puisque son fils Henri Ier, Henri le Libéral, on appelle aussi Henri le Large, va poursuivre les efforts de son père en multipliant les lieux créés pour accueillir des marchands. Il va imposer, lui, une surveillance des poids et des mesures. Ça, c'est très important parce qu'on fait du commerce, hein, quand même. Et puis, on va développer la monnaie spécifique qu'est le denier provinois. Ça, c'est très important. Nous allons bien sûr poser cette question à nos invités dans un instant. Mais c'est très important, cette histoire du denier provinois, puisque ça crée une unité qui facilite considérablement les échanges. Le succès est tel au XIIIe siècle qu'on va encore modifier l'organisation avec la mise en place de banques, si vous voulez, en tout cas des systèmes de lettres de change ou de crédit qui permettent de pas trop transporter d'espèces sur soi. Et la sûreté des paiements est assurée par un droit spécial. Le débiteur défaillant est tout simplement exclu des foires. Inutile de vous dire que ça, c'est tout à fait dissous. Avec un extrait de Carmina Burana interprété par l'Orchestre symphonique de Chicago. Et nous revenons avec vous, Franck Ferrand, aux grandes foires de Champagne. Alors ce qu'il faut vous dire, c'est qu'évidemment, ces grands rassemblements marchands, carrefour du commerce occidental, obéissaient à un cycle. Il y avait une périodicité, un cycle annuel des foires de Champagne, bien entendu, avec un calendrier qui avait été établi peu à peu par les comtes de Champagne, et particulièrement donc par ce fils de Thibaut II, hein, Henri le Libéral. Ce roulement permettait d'étendre l'activité marchande quasiment sur toute l'année. En janvier, vous aviez les foires de Lagny-sur-Marne. Le dernier mardi avant la mi-carême commençait celle de Bar-sur-Aube. En mai, c'était foire de Provins. L'été, juillet-août, vous aviez ce qu'on appelait les foires chaudes de la Saint-Jean à Troyes. Et puis avant le retour à Provins en septembre. Et alors à la toute fin de l'année, octobre, disons avec la Saint-Rémy, hein, vous aviez les foires froides
de Troyes également. Donc 4 points cardinaux, vous l'avez compris, 4 pivots qui sont autant de nœuds de développement. On voit les villes croître dans des proportions incroyables, avec bien sûr des édifices religieux, dont certains du reste vont proposer leur grenier et parfois le logis aux marchands. Tout ça est en train de croître et de prospérer. C'est l'histoire d'une prospérité, celle des foires de Champagne, hein. C'est assez fascinant, bien entendu. On développe autour des villes des fortifications, bien entendu, et puis vous imaginez ce que ça peut entraîner comme conséquence pour l'activité locale, avec les auberges, avec évidemment la construction de maisons un peu partout. Alors, si l'on veut parler de Lagny-sur-Marne, le lieu stratégique, hein, tout à fait, on est tout près de la frontière entre le comté de Champagne et le domaine royal. Là, c'est le lien entre la France et la Champagne, si je puis dire. Cette foire commence, je l'ai dit, au 1er jour de janvier. Elle se tient près de l'abbaye Saint-Pierre, avec un marché au change qui s'installe également rue du Pois aux Lombards. J'en parlais tout à l'heure. Et on peut dire que ces foires ont laissé, jusqu'à aujourd'hui, ont laissé leur marque à Lagny. À Bar-sur-Aube, la foire commence donc au mois de mars, après celle de Lagny. Les marchands arrivent directement de Lagny, d'ailleurs, bien souvent. Vous aviez 2 quartiers de foire, le premier près du château des Comtes et de la collégiale Saint-Maclou, et puis un deuxième près de l'église Saint-Pierre. La ville comporte dès le XIIIe siècle environ 3000, presque 4000 habitants, ce qui est important, bien entendu. Mais au moment de la foire, vous pouvez multiplier cette population dans des proportions phénoménales. À Provins, vous avez également 2 quartiers principalement concernés par les foires, la place du Châtel et la place Saint-Ayoul, qui est l'ancienne place au change. Au début du XIVe siècle, Provins compte quand même quelques 10 000 habitants. Et puis, donc, ces 2 foires de Troyes, foire chaude de la Saint-Jean et foire froide de la Saint-Rémy. Donc l'une commence le 24 juin, l'autre le 1er octobre, et elles durent chacune un peu plus de 2 semaines. Dès le XIIe siècle, grâce à ces 2 foires, la ville connaît une très très grande prospérité. Il faudrait parler de tous les édifices, mais on va y venir justement au patrimoine de cette ville de Troyes. Le quartier Saint-Jean accueille essentiellement la foire chaude consacrée à tous les échanges. Il faut imaginer les étals organisés par marchandises, par nationalité, sur l'actuelle place du marché au pain, qui accueille à l'époque les changeurs, les orfèvres. Les marchandises sont stockées dans des dépendances d'établissements religieux, je vous le disais, des grands jaudimes, tout simplement, pour une partie, je pense à les grands jaudimes de Montier-la-Selle, rue des Greniers, ou encore le cellier des chanoines de la cathédrale, place Saint-Pierre. Voici ce que nous dit Gustave Carré à ce propos. À l'époque de l'ouverture de ces 2 grandes foires, on voyait arriver du nord et du midi une foule considérable de marchands qui, pour vendre leurs denrées à bon profit, avaient bravé la mer et les corsaires, les montagnes et les brigands, la ruine, la captivité ou la mort. Il en venait de tous les points de France. Il en venait aussi de la Flandre, de l'Allemagne, de l'Italie, de l'Espagne et même de la Suède. Il en venait de la Grèce, de l'Égypte, de Tunis, d'Acre et de Chypre. En quelques jours, toute une ville d'étaux, d'échoppes et de boutiques se trouvait improvisée auprès de l'abbaye Notre-Dame et bien au-delà. Ce n'était que piles de robes, de manteaux, de chausses, de bonnets, de chaperons, de souliers, de bottines, que tas d'épices, de fruits exotiques, de comestibles, de confiseries. À perte de vue s'étendaient de longues tables chargées de toutes sortes de draperies, de toiles, de soieries, de cuir, de toutes sortes d'ouvrages de fer, de cuivre, d'étain, de bois, d'ivoire ou de verre, d'escarcelles brodées, de ceintures argentées, dorées, de chandeliers, de lampes, de hanapes, de miroirs, de chapelets, de bénitiers. Ajoutons pour compléter le tableau les nombreuses échoppes des changeurs groupées aux environs de l'église Saint-Jean, toutes scintillantes d'espèces d'or et d'argent et de monnaie de tous les pays. Et on a l'impression d'une profusion qui évidemment nous fait encore rêver, mais qui, dans une époque où elle était infiniment moins répandue qu'aujourd'hui, devait produire un effet de saturation, d'étonnement au sens fort du mot, tout à fait extraordinaire. Ces foires de Champagne, et notamment ces foires de Troyes, vont se développer, vont prospérer jusqu'au milieu du XIIIe siècle, jusque dans les années 1250, et puis on va voir peu à peu
un certain déclin. Et quand je dis peu à peu, même assez rapidement au tournant du XIVe siècle. Et d'où vient-il ce déclin? Eh bien, force est de l'imputer à la monarchie française, puisque c'est le roi Philippe le Bel qui, après son mariage avec Jeanne de Navarre, vous savez, qui était comtesse de Champagne, va s'empresser de faire disparaître ce comté qui entre dans le domaine royal. On supprime le denier provinois, monnaie, il n'est pas question évidemment de faire concurrence aux monnaies franques. Donc là, on est en 1284 et on va déplacer les échanges commerciaux de la Champagne le plus possible vers Paris. Et c'est Paris qui va devenir peu à peu une place tournante du commerce et du négoce, mais alors dans des proportions objectivement moindre. Cette concurrence de Paris, elle va évidemment être fatale néanmoins à Troyes. Les marchands peu à peu désaffectent la région avec l'apparition de la concurrence maritime. Il faudrait parler de la Ligue hanséatique, etc. Et puis surtout avec le développement de nouvelles routes à travers les Alpes. Nous étions à Lyon l'autre jour et je parlais du début des foires de Lyon au XVe siècle. J'ai envie de dire, comme par hasard. Il n'empêche, et je pense que ce n'est pas vous qui allez me contredire, Marc Sebéran, il y a bien ici encore aujourd'hui à Troyes le souvenir des grandes familles lombardes, flamandes, etc. Elles sont encore là, si je puis dire. Tout à fait. Et même, vous savez, Franck Ferrand, il y a dans le monde un souvenir de Troyes. C'est ce qu'on appelle l'unité de mesure, l'onstroy. Et à l'heure actuelle, dans tous les ateliers monétaires, que ce soit en Chine avec le panda, la pièce panda, or et argent, aux États-Unis avec l'eagle, en Afrique du Sud avec le Krugerrand, on parle de Troyes, c'est l'onstroy. Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Et nous sommes au cœur de l'histoire de la ville de Troyes avec vous, Franck Ferrand, en direct et en public. On l'entend depuis l'hôtel de ville de Troyes. Un public très chaleureux à Troyes, vous l'entendez. Nous sommes avec Marc Sebéran, le premier adjoint au maire de Troyes, avec Martine de Messmecker, qui est conférencière ici à Troyes, et Sylvie Coulonval, également conférencière. Bonjour mesdames, merci d'être avec nous. Alors, merci à vous. Je parlais de ces foires de Champagne et de cette foire de Troyes. On n'a plus idée aujourd'hui, Sylvie Coulonval, de l'incroyable déploiement de force et de richesse que ça représentait. Complètement. C'est vrai que la prospérité de la ville de Troyes actuelle trouve vraiment ses racines dans cette époque-là du XIIe, XIIIe. Et comme vous l'avez très bien résumé, vous nous avez fait un résumé très complet de ces foires, qui étaient des foires internationales. Elles ont trouvé naissance déjà plusieurs siècles avant cette période XIIe, XIIIe, mais elles se sont développées grâce à ce fameux conduit des foires et à cette paix qui régnait vraiment sur le comté de Champagne à cette époque-là et dont Thibault II a vraiment fait profiter justement les marchands, tous les marchands, tous les négociants qui venaient, comme vous l'avez très bien dit, de tout l'Occident entier. Ça a été vraiment une période de prospérité à la fois urbanistique, économique, d'échanges culturels, d'idées, également de population, une population qui s'accroît, qui va estimer à peu près entre 10 000 et 20 000 habitants. Et durant ces deux périodes de foires, à la fois la foire chaude et la foire froide, on comptait 1 millier de négociants supplémentaires dans la ville de Troyes, avec une profusion, effectivement une émulation supplémentaire. Ça devait être quelque chose d'assez phénoménal, effectivement. Les comtes de Troyes vont jouer, Martine de Messmecker vont jouer un rôle absolument essentiel dans cette affaire. Ce sont eux qui vont avoir l'idée de ce conduit et ce sont eux qui vont personnellement protéger les marchands et les encourager. Oui, absolument. Alors, quand on parle du comté de Troyes, on en parle justement jusqu'à Eudes de Blois. Il faut savoir que le comté de Champagne, en temps justement où on parle de la Champagne, c'est à partir de Eudes de Blois. Il se trouve que à l'extinction de la maison de Vermandois, c'est donc par système d'héritage, d'alliance, le comté revient à un de ses neveux, qui est le fameux Eudes de Blois. Mais la grande période, si je puis dire, du comté de Champagne commence avec Hugues Ier. Il y avait eu avant un certain nombre d'envahisseurs, il ne faut pas l'oublier. Les Normands étaient passés là 2 fois. Attila a épargné la ville En 451, oui, Attila épargne la ville. Et oui, alors on peut peut-être revenir un petit peu justement sur l'origine de la ville. Jusqu'au Xe siècle, pratiquement, la ville de Troyes, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le quartier de la Cité. Alors, à savoir qu'au temps
d'Augusta Bona Tricassium, la cité était beaucoup plus importante justement que la notion de cité actuelle. Tricassium, parce que c'était le nom de la population locale. Voilà, en fait, à l'époque celtique, les premiers habitants de la ville de Troyes donc, sont constitués d'une tribu qui dépend des Sénonais et qui s'appelle donc les Tricasses. Et la cité justement d'Augusta Bona va se resserrer très vite, dès le 5e siècle, grosso modo justement les 16 hectares que figure encore aujourd'hui le quartier de la cité. Et le comté de Troyes va vraiment donc se configurer à partir donc du Xe siècle, et c'est un siècle plus tard vraiment qu'on parle du comté de Champagne. Alors j'aime bien quand même moi un petit peu citer justement Hugues Ier, parce que Hugues Ier, qui était un prince très avisé, déjà très politique, il va en fait se faire templier, car ne l'oublions pas, dans notre Champagne, c'est là qu'est né quand même l'ordre des Templiers. Et oui, bien sûr. Vous parliez de Saint-Bernard. Oui. Saint-Bernard, c'est lui en fait qui va accepter donc par un concile donc l'établissement de cet ordre des Templiers. Alors Hugues Ier va laisser son comté à un de ses neveux, et ça va être le grand Thibaut II, ce qu'on appelle Thibaut, qui est vraiment l'organisateur des foires de Champagne. Je lisais dans une brochure là pour préparer cette émission avant de venir, chose incroyable, les 3 grands esprits, donc ceux dont on parlait, Bernard de Clairvaux évidemment, mais aussi Chrétien de Troyes dans un genre plus profane, et puis Rachid, donc le grand penseur juif, et vivaient au même moment, etc. Mais ça n'est pas un hasard du tout, c'est que à ce moment-là, l'histoire, on peut dire que l'histoire, Sylvie Coulonval, s'écrit en Champagne. Tout à fait, l'histoire intellectuelle, c'est à la fois un carrefour, comme vous le disiez très bien, commercial, mais un carrefour de rencontres d'idées, d'échanges d'idées. Et à ce propos, entre Saint-Bernard, ce grand penseur, ce grand orateur, qui a vraiment rayonné sur l'ensemble de l'Occident, avec la création notamment de l'abbaye de Clairvaux, non seulement Rachid qui a su traduire et mettre à la portée la Bible et le Talmud, qui l'a traduit en langage vernaculaire de l'époque, donc le champenois, c'est ce qui nous a permis d'ailleurs d'avoir des témoignages du champenois du début du XIIe siècle, et puis Chrétien de Troyes qui est le créateur du roman, le premier romancier français, donc déjà ces 3 personnages-là, et puis Hugues de Pin qui est à l'origine de la fondation de l'ordre des Templiers en 1118, comme disait Martine. En 1128, c'est le concile de Troyes, dans l'ancienne cathédrale, qui va être donc... Alors c'est vrai que la mainmise du pouvoir royal français sur la région va signer la fin de la grande prospérité. Et puis ensuite, il y a la guerre de 100 ans, donc ça n'aide pas, bien entendu. Mais il ne faudrait pas pour autant imaginer que c'en est définitivement terminé de ces grands foyers de Champagne, et notamment de Troyes. Loin de là. La prospérité va renaître progressivement dans le cours du XVe siècle. Au XVIe siècle, c'est le beau XVIe siècle ici, avec notamment, et j'en parlais tout à l'heure, cette efflorescence extraordinaire de la statuaire champenoise. Ça, c'est tout à fait... C'est tout à fait magnifique. On en a un très grand nombre d'exemples. Sylvie Coulonval ? Complètement. C'est une renaissance à tout point de vue, dans tous les sens du terme. C'est vrai qu'à cette époque-là, on a de grandes familles de drapiers, de marchands drapiers qui étaient installés à Troyes, qui allaient vendre leurs produits dans d'autres villes, mais qui étaient véritablement installés à Troyes, qui étaient l'origine de la bourgeoisie marchande, qui détenait donc les capitaux, qui ont pu favoriser la renaissance de la ville de Troyes, à savoir redécorer ces édifices qui commençaient à se détériorer suite à la guerre de 100 ans. L'école de vitrail, des vitraux, des maîtres verriers se sont installés à Troyes pour redécorer ces édifices. Comme vous le disiez également, des imagiers, donc des sculpteurs à partir de 1490 travailler, non seulement sur le comté de Champagne, mais voire même parfois au-delà, des sculpteurs, des peintres également. On a également un foyer de peintres du XVIe siècle. Un art au rayonnement international, on peut dire. Absolument. Or, et ça va être un tournant dans l'histoire de la ville, et au sens propre de la ville, du tissu urbain. En 1524, c'est le grand feu, c'est-à-dire cet incendie incroyable qui va ravager toute une partie de la ville et qui va permettre une reconstruction, on pourrait dire pour nous, d'un point de vue tout à fait touristique et patrimonial, parfaitement bienvenue, puisque c'est ce qui nous permet de visiter ces rues tellement cohérentes, tellement harmonieuses. Nous y venons dans un instant.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1. Karl Orff sur Europe 1, un extrait de Carmina Burana interprété par l'Orchestre Symphonique de Chicago. Et nous vous retrouvons Franck Ferrand en direct et en public depuis la salle du Conseil municipal de Troyes avec vos invités, Marc Sébéran, premier adjoint au maire de Troyes, chargé de la culture, du patrimoine et de l'enseignement supérieur, présidente de l'Office du tourisme de Troyes, Martine Desmecker, guide conférencière, auteur d'ouvrages sur l'histoire de Troyes, adhérente de Sauvegarde et Avenir de Troyes, et puis Sylvie Coulonval, guide conférencière à l'Office du tourisme de Troyes. Je sens que ça vous déstabilise un peu, ces applaudissements, Céline. Mais j'attendais qu'on ait terminé. En fait, non, c'est très plaisant, au contraire. Alors, je voulais justement revenir sur ce grand feu, sur cet incendie de 1524, Marc Sébéran. C'est grâce à ça qu'on a toutes ces belles maisons bien alignées et d'un style cohérent. En fait, la ville de Troyes est en partie médiévale par ses édifices religieux, mais Renaissance par son tissu urbain renouvelé, en effet, à partir de 1524, car la ville n'a pas été ruinée par l'incendie. Il y a, au début du XVIe siècle, encore une prospérité économique très, très sensible. Donc la ville s'est reconstruite très, très rapidement. Et en même temps, des industries nouvelles sont nées, l'industrie du papier. Il faut savoir que quand même, les papeteries fournissent aux grands imprimeurs de la Renaissance, du début de la Renaissance, des imprimeurs humanistes, et du papier qui va chez l'imprimeur Plantin-Moretus, un des grands imprimeurs d'Anvers. Donc ça veut dire que là, il y a toujours encore un foisonnement économique qui amène aussi un foisonnement artistique. On peut visiter aujourd'hui, il faut le dire, c'est une ville d'art et d'histoire, comme il y en a un certain nombre de merveilleuses en France, mais on peut visiter des musées, dans les églises, des trésors extraordinaires. Et d'ailleurs, dans le livre que je citais tout à l'heure, vous avez des photos merveilleuses de tous ces Christ, notamment de l'art champenois. Oui, vous savez, parce que les champenois ont beaucoup voyagé en même temps. Ils ont été en Orient. Ils ont reçu des influences diverses. Ils ont participé au sac de Constantinople en 1204. Donc ils ont c'est pas très glorieux. Mais ils ont ramené des trésors aussi venant de cette période. Ils ont été un peu plus tard aussi au Canada, parce que ce sont les fondateurs de la Nouvelle-France, Marguerite Bourgeois, Chaumette de Maisonneuve. Ça veut dire que les champenois habitués aux échanges internationaux, habitués à ce foisonnement d'idées, sont ouverts sur le monde. Alors, ce qu'il y a d'extraordinaire lorsqu'un foyer artistique vient à s'installer comme ça quelque part, c'est que bien entendu, les ateliers vont créer des filières d'excellence. On va peaufiner certains arts, aussi bien en l'occurrence dans la statuaire que dans la peinture. Martine de Mesmecker, il y a deux grands noms du XVIIe siècle, du grand siècle, qui sont des noms troyens que je sache. Je parlais tout à l'heure de Girardon, le grand Girardon, auquel je me suis complu à réserver un long chapitre de mon dictionnaire amoureux, parce que pour moi il est le maître absolu. Et puis aussi quelqu'un de plus discuté, mais qui n'en est pas moins un très grand peintre, c'est Mignard, Pierre Mignard. Oui. Alors Girardon, alors justement, juste derrière vous, Monsieur Ferrand, on a la chance d'avoir une des œuvres majeures de Girardon à Troyes, donc un grand médaillon de Louis XIV avec des trophées d'armes et des chutes. Alors sublime. oui, Girardon est né à Troyes en 1628. Girardon elle va être très vite fort bien en cours. Alors Girardon, c'est quand même Versailles. Je crois que oui. C'est évidemment. Alors c'est le bain des nymphes, c'est l'enlèvement de Proserpine, c'est l'hiver. Enfin, les plus grandes sculptures, les plus grandes statues du parc de Versailles sont de Girardon. Sont de François Girardon. Et alors il est né donc sur la paroisse Saint-Rémy à Troyes, cette église Saint-Rémy, et il va laisser d'ailleurs des œuvres d'art. Il n'oublie pas d'où il vient. C'est quelqu'un, vous avez travaillé sa biographie un petit peu, qui semble d'avoir un très bon caractère. Il s'entend très bien avec Louis XIV. Il arrive à s'entendre très bien avec Lebrun, ce qui est quand même pas évident. Ce qui n'est pas le cas de Pierre Mignard. Justement, c'est pour ça. Et si vous voulez, en plus, j'aime beaucoup préciser qu'il était bien sûr tout dévoué à Louis XIV.
il meurt le même jour que Louis XIV. C'est incroyable. Le 1er septembre 1715, Louis XIV meurt et le même jour meurt François Girardon. Alors ça, évidemment, ça n'a pas, ça a laissé passer sa mort un peu inaperçue. Voilà, un petit peu un mot seulement sur Pierre Mignard. Alors Pierre Mignard, lui, qui était né sur la paroisse Saint-Jean, qui avait un caractère beaucoup plus difficile. Alors Pierre Mignard, aujourd'hui, il est surtout reconnu comme le plus grand portraitiste de Louis XIV. Le peintre préféré de Madame de Maintenon. De Madame de Maintenon. C'est vrai qu'il avait fait de super portraits. N'oublions pas qu'il n'y avait pas la photographie à l'époque. Et que c'est quand même important pour la galerie des portraits d'histoire. Mais Pierre Mignard avait un caractère, comme on l'a évoqué, un peu plus difficile. Et le Brun essayait au maximum. C'était la guerre entre les deux. Essayait au maximum de l'évincer. Alors ça, c'est pour le côté artiste, mais on continue à faire du commerce à Troyes, bien entendu, et on continue, et on se met surtout à fabriquer des produits. Ça, c'est assez fascinant, oui. Sylvie Coulonval. On a le début de la bonnetterie, notamment. Tout à fait, on a le début de la bonnetterie troyenne, et c'est vrai que ça va se développer non seulement à partir du XVIIe, mais surtout à partir du milieu du XVIIIe, bien sûr, dans les années 1745-46, avec les premiers métiers à tisser, métiers mécaniques à tisser, et notamment à l'intérieur de l'hôtel de Mauroy, qui est le symbole même de l'industrie bonnetière. Sublime hôtel de Mauroy. Voilà, tout à fait. Donc c'est là que va naître vraiment l'industrie bonnetière, on va dire, de la ville. Une industrie qui va vraiment prospérer fin 18e et qui va, fin 18e, début 19e, être à l'apogée de son développement. Il y a toujours des foires à ce moment-là, il y a toujours des marchés commerciaux à Troyes au XVIIIe siècle, au moment de la Révolution, même après. Et les municipalités avaient essayé de réimplanter des foires, des marchés au XVIe, qui n'ont pas attiré, bien sûr, qui n'ont pas eu la prestigieuse, on va dire le prestige de la période médiévale. Donc on ne peut pas parler vraiment de foire, mais en revanche on avait des grandes familles drapières, marchandes qui voyageaient et qui effectivement transmettaient toutes ces marchandises de draps de Champagne. L'âge d'or de cette bonnetterie troyenne, c'est le 19e siècle, bien entendu. C'est à ce moment-là, surtout qu'on voit Troyes devenir leader, si l'on peut dire, sur ce marché-là. Tout à fait, Martine. Oui, moi ce que je voudrais un petit peu préciser, bien sûr que c'est la grande industrie très vite, la bonnetterie va être la grande industrie de la ville de Troyes, mais nous sommes même dans une émission historique et j'aime bien quand même toujours rappeler que le berceau de la bonnetterie dans l'Aube n'est pas Troyes, mais Arcis-sur-Aube, la patrie de Danton. Voilà. Donc, alors c'est vrai que l'âge d'or de la bonnetterie, ça va être le milieu, des années 1860 jusqu'à la Première Guerre mondiale. C'est le Second Empire jusqu'à la Première Guerre mondiale. Alors c'est vrai que là, comme vous le disiez, on se retrouve vraiment ce qu'on appelle la troisième grande époque économique de la cité. Avec une révolution technologique aussi, il faut le dire. C'est ça. D'ailleurs, c'est ce qui va permettre justement ce rayonnement. Oui, on parle bien sûr des produits finis, mais il faut se dire qu'il y avait parallèlement les fameux, vous savez, fabricants de métiers. Il y a eu vraiment des inventeurs qui auront toujours à cœur de faire que les métiers soient de plus en plus performants. Et c'est vrai qu'en fait, en une soixantaine d'années de temps, il y a vraiment des grands noms de l'industrie. Je pense, alors c'est peut-être plus troyen, mais les fameux métiers de la Retière, Jacquin, les fameux métiers Jacquin. Et quand vous parliez au Moyen-Âge et de nos rues, aujourd'hui, quand on se promène donc au cœur de la cité, dans le quartier Saint-Jean, ça nous évoque bien les foires de Champagne. Eh ben, exactement pareil, quand on se promène un petit peu en pourtour du bouchon de Champagne, tous ces noms, on les retrouve, tous ces grands inventeurs, tous ces grands bonnetiers, on retrouve leurs noms. Mais le bouchon en question, il va sauter, évidemment, puisque peu à peu, on construit des faubourgs, on va développer toute une ville qui devient la ville, entre guillemets, industrielle de Troyes. Alors, il faut savoir quand même qu'à l'origine, justement, c'est artisanal, la bonnetterie. Et les premiers, si vous voulez, ateliers s'installent quand même au cœur de la cité. Par exemple, on en avait un très important qui était rue de la Trinité, vous voyez, entre la rue de la Trinité et la rue Turenne actuelle. Il y a un certain nombre d'anciens bâtiments, Sylvie Coulonval, qui vont être industrialisés en quelque sorte, qui vont être modifiés pour l'usage de la manufacture, bien entendu. On va en détruire pas mal d'autres. On détruit les fortifications aussi. La ville va, d'un point de vue urbanistique, complètement.
on va dire presque changer, être modifiée effectivement à partir du milieu du 19e siècle. Elle va déjà d'un point de vue esthétique, la ville était complètement resserrée, elle étouffait entre ces fortifications qui n'étaient plus depuis le XVIIe bien sûr utilisées, enfin qui n'avaient plus leur raison d'être, on va dire. Donc on détruit les fortifications, on crée de grands boulevards, de grands axes de communication. Là, bon, c'est la période, c'est la révolution industrielle, l'arrivée du chemin de fer. On crée les gares à Troyes, une première gare qui est maintenant l'espace Argence, l'embarcadère pour les Troyens. Il faut dire qui était Argence d'ailleurs, en dire un mot. C'était un maire troyen et un philanthrope, un maire qui a marqué sa ville, qui a fait une donation importante, et notamment pour la création d'une fontaine qui porte son nom, la fontaine Argence, justement devant l'espace Argence. Donc il y a eu un certain nombre de philanthropes au 19e qui par amour de leur ville, ont fait des legs importants. Alors moi, je me rappelle être venu enfant ici. C'était quand même une ville qui n'était pas tellement joyeuse quand même. C'était un petit peu gris, Troyes. Il y a eu ce qu'on appelle la requalification qui a joué un rôle extraordinaire. Marc Sebéran qui a complètement changé le visage de Troyes. Je pense que la requalification a en effet changé le visage de Troyes, le visage des Troyens sur leur ville. Aussi, d'ailleurs, le regard qu'ils portent. Le regard qu'ils portent sur leur ville et le regard, évidemment, des touristes et de tous ceux qui ne connaissaient pas Troyes sur leur cité. En effet, la requalification, c'est déjà l'application de la loi Malraux, avec un secteur sauvegardé qui est devenu un des plus grands de France, avec un habitat urbain d'une rare cohérence et en même temps une participation des habitants et alors, ce qui est beau, à la réhabilitation de leur maison, de leur habitat et de leur ville. Les gens sont attachés à leurs monuments et il y a, comme dans toutes ces très belles villes d'art et notamment dans ces secteurs médiévaux ou Renaissance, à la fois la beauté du coup d'œil général et puis alors le plaisir d'aller découvrir toutes sortes de petits détails, parfois des toutes petites sculptures, des petits bas-reliefs comme ça, enfin des choses qui sont cachées au détour d'une rue ou d'une cour. C'est tout à fait magnifique, ça, il faut le dire. Alors, on va faire une sorte de petit jeu, si l'on peut dire, dans le très peu de temps qui nous reste. Si l'on devait désigner un certain nombre de monuments incontournables. Quelqu'un vient à Troyes, il n'a que 10 heures devant lui. En dessous, c'est pas la peine, à mon avis. Qu'est-ce qu'il doit voir absolument ? Il doit voir les grands édifices religieux, la cathédrale, Sainte-Madeleine avec son jubé qui est extraordinaire. Jubé de Sainte-Madeleine, c'est une dentelle de pierre. Et qui nous rappelle ce qu'étaient les jubés dans toutes les églises autrefois. Ils ont été démolis au 19e siècle, mais à l'époque, il y avait cette espèce de mur sculpté entre la nef et le chœur à peu près partout. Tout à fait. La basilique Saint-Urbain, parce que c'est un chef-d'œuvre de la légèreté gothique. Il y a tellement d'églises. Et puis les grands musées troyens, fruits à la fois de l'extraordinaire foisonnement artistique, le musée de Vauluisan avec toute la statuaire champenoise, l'art du XVIe siècle, et également les musées Saint-Loup qui sont extraordinairement riches, le musée d'art moderne, fruit aussi de l'aventure industrielle, puisque c'est un riche donateur, la famille Lévy, un industriel très important qui a fait don de sa collection d'art moderne absolument magnifique et prestigieuse. Voilà, avec ça déjà, ils ont beaucoup de choses à visiter. Avec cette espèce de conservatoire des arts et métiers qui s'appelle la Maison de l'Outil, c'est ça Ah oui, alors là c'est tout le savoir-faire troyen. À la fois, vous savez, ça remonte aux bâtisseurs de cathédrales, à travers tous les métiers d'art et tous ceux qui perpétuent cette tradition à travers des instituts universitaires à l'heure actuelle. Et ça vaut le coup d'œil parce que c'est aussi extraordinaire. Certains vont dire qu'il y a un tropisme chez moi, mais vous êtes une des villes qui a conservé son cirque aussi, il faut le dire. Oui, le cirque municipal qui est devenu un théâtre oui. Mais qui est aussi un des très très beaux bâtiments d'architecture du début 20e. Alors, nous sommes peut-être dans le seul bâtiment qu'on aura oublié dans cette énumération, qui est cet hôtel de ville du XVIIe siècle, avec, lorsqu'on est donc sur la grande place magnifique juste devant, cette façade XVIIe qui nous rappelle les règnes d'Henri IV ou de Louis XIII. Il y a encore un peu de cet esprit-là. Martine de Mesmaeker. Et oui, alors l'hôtel de ville qui a été réhabilité dernièrement a été donc construit de 1624 à 1670. D'ailleurs, on voit assez longuement que c'était une période un petit peu plus difficile de l'histoire de la ville. Et c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de bâtiments 17e d'ailleurs à Troyes. On a, voilà, faut dire le fleuron, c'est l'hôtel de ville de Troyes. Mais je voulais un petit peu ajouter, on n'a pas parlé de Napoléon, enfin. Oui. On ne peut pas parler de tout le monde. Et des canaux. Voilà, et justement, parce que Napoléon est venu à Troyes en 1805 et dans ce qu'il va préconiser, il décide du percement du canal de la Haute-Seine. Et ça va être quand même quelque chose d'extrêmement déterminant pour un petit peu le changement
urbanistique de la ville, puisque ce canal va traverser la ville. Et je voulais dire, alors en ce moment, vous demandiez qu'est-ce qu'il fallait voir à Troyes. Alors, Monsieur Sébéran a dit en gros tout ce qu'il fallait, mais surtout ne pas oublier. Mais alors, ça devient très très agréable, si vous voulez, que lorsqu'on se promène à Troyes, c'est qu'il y a une requalification dernièrement, mais tout à fait extraordinaire. Ce qu'on appelle requalification, c'est une forme de restauration. Voilà, restauration des quais. Et si vous voulez, c'est vraiment très agréable parce que pour visiter Troyes, il y a 2 quartiers. Il y a le quartier La Tête du Bouchon, la Cité, et le Corps du Bouchon, donc, avec en son cœur le quartier Saint-Jean. Oui. Et si vous voulez, pour faire les deux, si on veut faire une petite pause, parce que ça peut être fatigant, c'est vraiment extrêmement plaisant de faire la coupure en se promenant le long du canal de la Haute-Seine réhabilité. Merci beaucoup Martine de Messmaker, Sylvie Coulonval et Marc Sebéran de nous avoir reçus dans cette extraordinaire ville. Je pense que nos auditeurs auront compris que s'il y a une leçon à retenir de tout ça, au-delà des foires et des contes de champagne, au-delà du beau XVIe siècle, du grand feu de 1524, il y en a eu un autre d'ailleurs un petit peu plus tard dans le XVIe siècle, si ma mémoire est bonne. Au-delà bien sûr des grands sculpteurs et de cette statuaire champenoise absolument magnifique, et nous avons envoyé les coups de chapeau nécessaires à Mignard et à Girardon, pardon. Au-delà de cette période d'expansion industrielle avec l'essor de la bonneterie, qui aujourd'hui trouve son correspondant d'ailleurs dans l'industrie textile et dans les centres. C'est ça, ce que vous appelez ça les centres de marque. Oui, parce que en fait à Troyes a été inventée la marque dans le domaine de l'habillement. La marque qui maintenant rassemble toutes les générations. On ne veut pas trop les citer à l'antenne, mais il y en a de très célèbres. Il y en a des très célèbres qui ont fait le tour du monde. Et là, on est aussi une ville d'innovation, d'invention dans le domaine du concept, de la marque. Et puis, il y a quand même une chose qu'on a oubliée, mais je vous rassure, j'en parle tout de suite dans le retour aux origines, c'est l'andouillette, bien entendu. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Et vous répondez cet après-midi, Franck Ferrand, en direct de Troyes, à la question de Nicolas, qui est de Troyes lui aussi, et qui souhaite connaître l'origine de la fameuse andouillette de Troyes. Eh oui, là je marche évidemment sur les plates-bandes de Jean-Luc Petit-Renaud, j'espère qu'il ne m'en voudra pas. Un peu de terminologie, d'abord le terme andouillette, c'est la petite andouille, bien entendu. D'où ça vient ce mot andouille? Eh bien c'est un dérivé du latin inductile, c'était du bas latin, ce qui veut dire ce qu'on introduit, sous-entendu, dans le boyau, bien entendu. C'est la définition même de cette espèce de boudin, si l'on peut dire. La tradition veut en effet que cette spécialité typiquement locale soit préparée à la main avec des matières premières de qualité. Alors on retrouve l'andouillette dans pas mal de régions. Vous avez l'andouillette de Chablis, de Cambrai, de Lyon, etc. Mais la plus fameuse, évidemment, c'est celle de Troyes. Autrefois, elle était préparée à base de chair de veau hachée et de lard, le tout mélangé avec des jaunes d'œufs, etc. Et puis, petit à petit, on en est venu à ne plus la fabriquer qu'avec du porc, du pur porc. Et à partir de 1864, les manuels de gastronomie ne l'entendent que de cette manière. Alors, vous connaissez bien sûr l'association amicale des amateurs d'andouillettes authentiques. Tous ceux qui fréquentent les bons restaurants et les bons bistrots connaissent ça, l'andouillette 5A. Cette association qui est née à la fin des années 60 et qui décerne des distinctions aux charcutiers et aux restaurateurs lors de dégustations à l'aveugle. Pierre Brice Lebrun est l'auteur du seul livre consacré à l'andouillette de Troyes. Il faut donc le saluer. Selon lui, la plus ancienne mention connue de cette andouillette remonte à 1590. C'est quand même pas d'hier, vous voyez. Voilà, sur ces mots-là, un grand merci à toute l'équipe d'Europe 1, à commencer par l'équipe technique, Olivier, Fabien, Laurent, qui nous ont fait un studio magnifique ici dans cet hôtel de ville. Merci à l'Est-Éclair de nous avoir annoncé et aux équipes charmantes de la mairie de Troyes de nous avoir si bien accueillis. Le moment, vous l'aurez compris, est venu de rendre l'antenne et de dire bonjour Elena Morna. Bonjour Franck, bonjour Troyes, bonjour à tous. Alors après Franck et après les andouillettes, j'espère que vous en ramenerez une à la maison Franck. Eh bien nous luttons. J'en ai dégusté ce midi pour tout vous dire. Vous m'en gardez. Nous luttons aujourd'hui contre les arnaques à domicile, arnaques de dépannage à domicile et démarchage. Vous avez des questions, vous en avez été victime, 3921 ou europe1.fr Franck. Merci beaucoup Elena et je vous dis à lundi Céline. À lundi Franck. 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 Céline.